Alors cet après-midi, je vous ai annoncé que nous passions du singulier au pluriel, mais en fait nous sommes déjà passés ce matin au pluriel, mais que nous allions faire un voyage dans le temps et dans l'espace, en commençant avec Jean-Marie Durand, qui nous montrera les tensions entre particularisme, impérialisme et universalisme dans l'ancienne Mésopotamie. Le mot tension, je l'ai ajouté, mais l'essentiel, ce sont les mots-clés particularisme, impérialisme et universalisme dans l'ancienne Mésopotamie. Merci d'avoir accepté, au milieu de quantité d'autres séminaires et colloques, de venir nous éclairer sur des questions qui sont, je dois dire, mal connues des juristes. De vous faire avoir un petit intermède littéraire et historique parmi tous ces scientifiques. Bon, alors, je vais essayer de répondre à cette question qui me dépasse de très très loin et qui, pour être traitée complètement, ferait très facilement le sujet d'un cours d'une année, éventuellement répercutable sur l'année suivante. Bon. Alors, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, ne pas dépasser mon temps imparti. Et à la syrienne, on coupe le micro, si vous pouvez le faire, si vous trouvez que je suis trop long, n'est-ce pas ? Et je vais essayer, d'autre part, d'être le moins technique possible. Alors, je ne vais pas remonter dans le temps aussi loin que ce matin, mais je vais tout de suite vous montrer ce qu'il en est, c'est que ce dont je vais vous parler, c'est sur 3 millénaires, tout le Proche-Orient, et il faut comprendre naturellement le Proche-Orient augmenté de toutes ces régions, d'Anatolie, d'Iran, de Palestine, et en même temps éventuellement d'Égypte à un certain moment donné. Vous comprenez très vite que il y a une pluralité de cultures, une pluralité de langues, une pluralité de populations, et que il faut choisir. On ne peut pas tout traiter. C'est un domaine absolument immense et extraordinairement complexe. Et ce qui est affirmé avec sûreté à un moment donné peut être tout à fait contredit à une autre époque. Surtout que cette région, la plupart du temps, est connue parce que les Grecs en ont raconté. Et comme ils ont raconté n'importe quoi, il faut naturellement entrer en guerre contre cela. Alors, il y a une chose auquel on tient beaucoup à la Société de linguistique, par exemple, c'est que la première personne qui parle de l'origine du langage est mise à la porte. C'est interdit. Bon, je ne le ferai pas, mais l'origine de l'écriture, c'est beaucoup plus précis, parce que le langage, ça se perd dans la nuit des temps, la nuit des millénaires, des dizaines de millénaires, des millions de millénaires éventuellement, mais l'apparition de l'écriture apparaît d'une façon beaucoup plus ponctuelle vers 3400 avant le Christ. Et ce que je voudrais commencer mon exposé par deux choses absolument fondamentales et qui sont à l'heure actuelle des choses qui doivent être assumées par tous les spécialistes du Proche-Orient. Le premier est que cette immense région que vous avez devant vous, qui est d'une extraordinaire diversité, qui a duré très longtemps, a trouvé son unité dans une expression écrite qui est celle du cunéiforme, et tout particulièrement du cunéiforme sémitique. Voilà. Et le grand problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est d'arriver derrière une uniformité d'expression, de vocabulaire, de rhétorique, de retrouver les diversités locales et temporelles. Et à l'heure actuelle, il est bien évident que les mêmes mots sont employés pendant 3 millénaires pour désigner des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce que d'un côté, vous avez des régions de grandes villes, d'autre côté, vous avez des régions de tribalité complètes, et il est bien évident que les deux ne fonctionnent pas de la même façon. Au milieu, vous avez naturellement toutes les choses qui peuvent interférer entre elles, entre la cité et la tribu. Le deuxième point, c'est que les documents ne sont pas explicites. C'est-à-dire quand on dit « Ah, l'histoire commence avec le premier texte »,
ça c'est une immense plaisanterie, parce que avec le premier texte apparaît une documentation d'un genre tout à fait différent, qui est la documentation philologique, mais ce sont des documents qui demandent à être interprétés. Alors non seulement d'un point de vue linguistique et d'un point de vue interprétatif, mais en même temps, ce sont des documents qui racontent le moins possible de choses sur ce qu'ils sont censés commémorer. Et à l'heure actuelle, nous considérons qu'au début du troisième millénaire, pour ne pas parler de ce qui est avant, les notations sont minimalistes et elles le deviennent de plus en plus, c'est-à-dire qu'au fil des ans, les gens ont appris à comment noter et comment rendre compte de la réalité. C'est-à-dire que l'on passe d'un discours qui était allusif à un discours qui était explicatif. Et lorsque le discours est explicatif et que l'on peut à ce moment-là comprendre réellement la motivation du document, on se rend compte que, eh bien, en Mésopotamie, on est absolument comme M. Jourdain, on fait tout le temps du droit sans le savoir. Car tous les documents, en réalité, même ceux qui sont interprétés, et ça c'est une erreur absolument répandue partout, qui sont interprétés comme des pièces comptables ou comme des documents qui permettraient de raconter l'économie antique, sont en réalité des textes à valeur juridique et qui rendent compte de la façon dont les gens ont exploité les biens qui leur ont été donnés. Alors, quand on vous dit, par exemple, que l'État apparaît parce qu'il y a de la comptabilité qui s'instaure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de gestion étatique en Mésopotamie, il n'y en a jamais eu d'ailleurs, il n'y a que des gestions de maisons, parmi lesquelles l'une est celle du chef. Et ce que l'on prend pour des archives d'État, ce n'est en réalité que la façon dont les administrateurs ont moyen de rendre compte de la façon dont ils ont usé, pour des dépenses ou pour des enregistrements, des biens qui sont arrivés ou qui sont partis de la maison du chef. Alors, tout texte, en réalité, doit être compris réellement comme une quittance. Tout texte administratif doit être compris comme une quittance, et tout texte est rédigé pour, justement, justifier l'emploi qui a été fait d'un bien de façon positive ou d'une façon négative. Le deuxième point, c'est qu'il y a un rapport extrêmement ténu entre l'acte et l'écrit. Quand on regarde des archives de maisons qui nous ont été conservées, on se rend compte qu'une personne, pendant sa vie, a pu avoir accès à l'écrit 3 fois, ou 2 fois, ou 1 fois. Et ce n'est pas un exercice qui est normal. Il n'y a pas acte et automatiquement acte écrit. Et ça entraîne une conclusion qui est extraordinairement importante, c'est que quand un texte a été écrit, à l'heure actuelle, nous devons toujours nous demander s'il représente une norme, comme quand vous allez quelque part, quand vous faites une facture et que vous achetez une maison et qu'on vous fait un contrat d'achat de maison, ou bien si le texte a été écrit parce qu'il s'est passé quelque chose de non normal, de extra-normal, et qu'on a voulu justement en garder le souvenir. Alors, de la réponse à cette question découle quelque chose d'extraordinairement important, parce que la documentation ancienne et encore à l'époque récente peut très bien documenter non pas le normal, mais l'anormal, ce dont il faut garder un souvenir, ce qu'il faudra éventuellement produire si jamais on vous demande compte d'une situation bizarre dans laquelle vous vous trouvez. Alors, voici par exemple un texte explicite de la fin du début du deuxième millénaire et qui montre que ce que l'on prend comme des actes de comptabilité pure et simple sont en réalité des actes qui permettent de rendre compte d'une activité. En voici un exemple pour la gestion du métal dans le temple d'Eshtar du palais de Marie.
On vous dit, oh, dans le temple d'Eshtar, on fait des opérations de métal, comment est-ce que cela peut se passer? C'est bizarre que dans un espace sacré, on fasse des manipulations métallurgiques. En réalité, ce n'est pas ça du tout. Les manipulations métallurgiques sont faites ailleurs. On vient rendre compte au roi de la façon dont on a usé de ses réserves métalliques, en présence de la déesse, parce qu'il peut y avoir un serment qui sera fait à ce moment-là, et naturellement, un acte après est dressé, et en fonction de cet acte, eh bien, l'administrateur pourra justifier, lorsqu'il y aura inspection de son lot, de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas. Alors voici le texte, un contenant. Dedans, il y a les 2 documents scellés par A et B, ce sont 2 administrateurs, relatifs aux biens que l'on a confiés à A et B. Ce contenant a été confié à C, c'est-à-dire un 3e administrateur. Une fois le roi revenu, il y aura un contrôle mutuel et ces documents seront produits. Une copie de cette tablette se trouve scellée au sceau de C dans le contenant qui lui a été confié. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, le fait que, en croyant faire de l'économie palatiale, en réalité, on enregistre des textes qui ont une portée purement juridique. Alors, un autre aspect, c'est l'aspect rapport entre la personne et l'écrit. Ces rapports se passent tout particulièrement au moment des mutations de biens, lorsqu'il y a des achats, ou bien lorsqu'il y a des héritages. Eh bien, le problème est le suivant. Comment peut-on expliquer ces textes dans lesquels il y a une personne a réuni ses frères ce sont ses contribules, naturellement, pour leur dire voici ma femme, voici mon aîné, voici mon cadet, voici ma servante. Il est bien évident que tout le monde dans ces petites communautés est au courant de qui est la femme de un tel et qui sont les enfants. En réalité, ces textes n'ont pas valeur purement tautologique, ce sont des actes de décision. On réunit les gens du clan ou de la tribu pour leur indiquer quelle est la décision du maître de maison. Au moment où celui-là s'en va loin et pense qu'il ne reviendra pas, ou bien au moment où il se sent atteint d'une maladie incurable et il sent qu'il va mourir. Il réunit tout le monde et il prend une décision en disant voici mon fils aîné, il aura donc droit à deux parts, voici mon fils cadet et celui-là. Alors, vous me direz, ce sont des textes inouïs. Non, pas du tout. Dans la Bible, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a l'héritage entre le fils de Sarah et le fils de... comment s'appelle-t-elle ? Agar, et le fils de Agar. Bon, c'est-à-dire qu'on dit, quel est l'aîné ? En réalité, l'aîné, le plus aîné, ce n'est pas celui qui va être déclaré comme le fils. Et il y a à ce moment-là des décisions, et on demande à la personne de prendre fait et cause pour le partage de son héritage. Alors, que se passe-t-il ? C'est ça qui est le plus intéressant, lorsque la personne sent qu'elle va partir ou qu'elle va mourir, et qu'elle n'a pas rempli une vie que l'on considère comme une sorte d'exemplaire. Eh bien, voici les textes. Ma femme, déclare un homme, elle est père-mère. Tant qu'elle vivra, ses 3 fils survivront à ses besoins. Un autre texte. En ce jour, A, fils de B, en bonne santé, a fait siéger ses frères et a décidé le futur de sa maison, de sa femme et de ses enfants en disant « Maintenant, mon épouse est père et mère de ma maison. J'ai contracté des liens avec C, fils de D, donc ce n'est pas le fils de celui qui va mourir, comme mon fils. Comme son père et sa mère seront morts, alors E sera mon fils aîné et C sera mon fils cadet. » En réalité, vous voyez que ces textes représentent des décisions. Et la personne déclare que les gens qui l'entourent auront désormais tel rapport familial avec lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « ma femme sera père et mère » ? Ça veut dire que cette femme, lorsque son mari sera mort, aura un statut d'homme. C'est-à-dire qu'elle ne tombera pas
sous la loi du Lévirat, elle ne sera pas obligée d'épouser un homme que la société va lui apporter. Si elle se marie, elle peut rester non mariée. Alors, dans cette société, le fait qu'une femme soit sans homme est quelque chose d'inouï. Mais elle peut décider de rester sans mari. Si elle épouse un homme, l'homme rentrera dans sa maison. Et elle sera, elle, le chef. Et là, vous voyez, l'enfant qui a été adopté, eh bien, à ce moment-là, il est adopté, il aura sa part d'héritage, mais lorsque l'épouse sera morte, eh bien, il ne sera pas l'aîné, il sera le cadet, on prévoit celui qui sera l'aîné. Voici un autre exemple. Maintenant, mon épouse est père et mère de mon bien, donc ça veut dire que ce sera une femme libre après ma mort, elle fera ce qu'elle voudra, elle prendra un homme ou elle n'en prendra pas. Maintenant, j'ai établi ma fille comme femme et mâle, elle invoquera mes dieux et mes morts. Et c'est là où l'on voit tout à fait la réalité. C'est que la société propose à l'individu un schéma de vie optimum. Il faut se marier, il faut que la femme ait un enfant, il faut que parmi ces enfants, il y ait un mâle, et c'est le mâle qui fera le rite funéraire. Eh bien, il se trouve que l'homme s'est marié, il prévoit la liberté de sa femme après sa mort, il a une fille, il n'a pas d'homme aux côtés de lui pour lui succéder. Il déclare « Ma fille sera un homme », c'est-à-dire qu'elle pourra réellement prendre à ce moment-là, assumer tout le culte des ancêtres. Et c'est ça qui est fondamental, beaucoup plus que le culte de la cité, qui n'existe quasiment pas, qui est l'affaire du roi. Bon, alors, les gens qui ont étudié ce genre de texte ont déclaré « le droit devient fou ». Les femmes deviennent des hommes, les filles deviennent des fils, etc. Arrêtez, non, pas du tout. C'est que quelqu'un, lorsqu'il meurt, peut, par décision privée, compenser tout ce qu'il n'aura pas pu réussir à faire et tout ce qu'il n'aura pas eu du sort dans sa vie. Alors, il y a d'énormes parallèles à cela, bien sûr, et tout particulièrement pour montrer que c'est une structure pérenne et que ce n'est pas quelque chose qui est complètement fou et propre à la Mésopotamie. Il y a dans le Manava Dharma Shastra, c'est-à-dire les lois de Manu, quelque chose qui s'appelle le Putrika Putra, c'est la fille traitée comme un fils. Et alors, avec naturellement, il n'y a aucun lien génétique entre la Mésopotamie et l'Inde, mais on prévoit le cas d'absence d'héritier mâle. La fille devient le lien dans la continuité familiale et elle rentre dans la maison d'un homme, elle a un fils et ce fils sera considéré comme son frère en quelque sorte, parce que ça sera le fils de son père. Et c'est lui qui assurera à ce moment-là le culte funéraire. Si on poursuit naturellement ces parallèles, c'est dans la vieille France le droit d'ennoblissement par le ventre, ce qui fait que la femme peut translater la noblesse qui devrait théoriquement s'éteindre avec elle, puisqu'elle est prise par quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun lien génétique, ce ne sont que des structures, mais il est bien évident que chacun évoque l'autre, et ce que l'on a ici, ce n'est pas du tout du droit. Un droit qui devient fou, c'est simplement des rencontres psychologiques tout à fait normales. Alors, le deuxième point que je voudrais regarder avec vous, eh bien, ça s'appelle du droit tribal au droit d'État. C'est ça qui est fondamental. Dans le droit tribal, les affaires privées sont les affaires privées, et le chef n'a pas à mettre son nez dedans. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème avec son voisin et que son voisin le tue, eh bien, les deux familles s'arrangent entre elles, et le roi n'a pas à intervenir là-dedans. Le privé, c'est le privé. Le roi ou le chef s'intéresse à la guerre, s'intéresse au culte de l'État, s'intéresse à autre chose. Et cela existe à l'époque pré-islamique, c'est le Thar, et à l'époque amorite, ça s'appelle le Nikmoum. Et ça m'a absolument passionné de voir que à l'époque pré-islamique et à l'époque amorite, les gens ont réagi exactement de la même façon par rapport à cette grande structure,
et que c'est de la résolution des problèmes posés par ces structures qu'est apparue la notion d'État, et tout particulièrement la naissance de droit royal. C'est-à-dire que si les gens doivent régler leurs querelles entre eux, il est bien évident qu'on n'en finit jamais. Et ce qui est bien dans le thar pré-islamique, la racine nakama existe parfaitement en arabe, n'est-ce pas, c'est qu'on se rend compte que non seulement on punit le coupable, mais qu'en même temps on se défoule. Et c'est ça qui est absolument important dans ce qu'on appelle le droit du sang arabe, pré-islamique. On se défoule. C'est-à-dire qu'on fait payer à la personne, non seulement pour ce qu'il a fait, mais en même temps pour la douleur qu'il vous a commise. Et il y a à ce moment-là une sorte de surenchère qui fait qu'automatiquement, les gens se sentent lésés et demandent à ce moment-là compensation. Et de compensation à compensation, comment voulez-vous créer un clan uni quand il faut partir à la guerre, quand il faut payer les impôts, quand il faut faire les travaux communs? Le roi, à ce moment-là, intervient, et de la même façon que les califes, à l'époque islamique, décident que désormais c'est l'autorité royale, ou l'autorité califale plutôt, qui interviendra dans un certain domaine. De même, le roi amorite a décidé qu'il n'y a plus de vengeance, personnelle. C'est le roi qui, à partir d'un certain moment de la punition, intervient lui-même. Et on le voit dans des textes que les gens ne l'acceptent pas. Ils considèrent que le privé, c'est le privé. Alors, voici un exemple de cas royal. Quelqu'un qui écrit, alors on écrit au roi en lui disant « Un serviteur s'est enfui, le propriétaire l'a saisi. Dans sa colère, il lui a crevé les yeux. » Parce qu'il est parti avec les 2 femmes de la personne en question. Et il est venu me dire, alors, après il est venu me dire « Je veux tuer cet homme », parce que manifestement c'est quelqu'un qui, ça ne lui suffit pas d'avoir crevé les 2 yeux. Je veux tuer cet homme et qu'il soit placé sur le pal, et que chacun apprenne par son exemple. Parce que quand on l'aura mis sur un pal, tous les gens qui passeront sur la rue, dans la rue ou sur la route, verront bien l'exemple. Et moi, je lui ai répondu, sans mon Seigneur, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire, crever les yeux, lui couper un membre, oui, attenter à sa vie, non. Et c'est là que l'on voit, à ce moment-là, ce qu'on appelle le cas royal. Je vais passer ce texte à Sophie Lafont, qui a fait un article absolument magnifique dessus. Les gens savent qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est ça qui est absolument intéressant, c'est que le roi, confisquant naturellement toute la possibilité de vengeance qui va trop loin auprès des privés, devient à ce moment-là l'aîné du groupe, celui qui incarne le groupe, et désormais, son acte de justice va être restreint au domaine du groupe. C'est-à-dire que quand on parle du roi mésopotamien comme d'un roi juste, c'est vrai pour le groupe qui dépend de lui. Mais pour tout ce qui ne dépend pas de lui, c'est tout à fait autre chose. Alors vous me direz, et les accords internationaux ? C'est extrêmement simple. Les accords internationaux, ça consiste soit à faire des salim atoum, comme le terme de salam que vous devez encore connaître pour d'autres raisons. Des salim atoum, ça veut dire qu'il y a des états de non-belligérance. On ne doit pas faire la guerre avec d'autres pays. Ou bien, on va plus loin, on fait un accord de paix, ça s'appelle un ripshum, c'est un terme tout à fait nouveau, mais qui apparaît maintenant de façon extrêmement claire. Et l'alliance, en réalité, est un pacte familial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pacte international, c'est un pacte familial dans lequel on considère qu'un groupe en coopte un autre, ou un groupe coopte un individu. Et ça peut aller jusqu'au fait qu'éventuellement, le groupe ou l'individu coopté change son père, change ses aïeux, et prend les aïeux ou le père de celui qui est le plus fort et qui le coopte. Voilà. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison, mais il est extrêmement intéressant de voir que le droit amorite et le droit califal chez les Arabes s'est constitué sur les mêmes bases et absolument sur les mêmes raisons. Il n'y a aucun lien génétique entre les deux. Il n'y a même pas de lien
d'un point de vue sémantique entre les termes, mais les structures sont absolument les mêmes. L'autre point que je voudrais regarder pour terminer, ça serait du droit d'État au droit international. On a vu la constitution du groupe, on a vu le roi assumer une partie de la justice, décider que désormais tout ça n'appartiendra plus au privé, mais ce sera une affaire publique. Eh bien, il s'est trouvé que la Syrie a interprété cela, ça va trop vite, la Syrie a interprété le vieux droit tribal, constitutif du groupe, pour aller encore plus loin et créer un droit international. Parce qu'à un moment donné, il n'était plus possible de considérer qu'un groupe est coopté par un autre et que toutes les tribus ou tous les peuples appartiennent absolument à la même communauté, comme on peut avoir dans la Genèse à un moment donné tous les peuples qui descendent par leurs ancêtres communs de Noé, etc. Bon. Et il y a eu un moment où la Syrie ça ne marche jamais. Oui, la Syrie que vous voyez ici a eu des malheurs. C'est-à-dire que les Araméens qui sont arrivés ont pris les territoires et la Syrie s'est retrouvée rétractée dans sa capitale Achour. Et il y a eu deux parties. Il y a eu une première partie qui a été la reconquête du territoire perdu et une deuxième partie qui a été dans la foulée, dans l'élan, et qui a été un expansionnisme. Bon. Eh bien, d'un point de vue juridique, ça s'est produit d'une façon entièrement différente. La première partie que j'appelle la Syrie irrédente, ça a été la reconquête du véritable territoire que les Assyriens considéraient comme le leur. Quand ils sont arrivés, la reconquête, ça consistait en définitive, à chasser des gens de territoires qu'ils avaient conquis et où ils n'avaient que faire. Et là, on a considéré qu'il y avait deux types de population. Il y avait les gens à libérer, et on leur apportait le salut de la mère patrie, et les autres qui étaient soit des collabos, soit des voleurs. Et ceux qui étaient considérés comme alors les premiers, naturellement, les rois nous disent que dans l'enthousiasme, ils les ont accueillis. Bon, il n'y a pas de raison de douter de cela. Mais les seconds, les méchants, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, il y a une exploitation de la guerre absolument inouïe, d'une façon complètement anti-économique. Car lorsque l'on fait la guerre, c'est pour prendre des biens, et surtout prendre des gens, parce que l'homme est la chose la plus précieuse qu'il peut y avoir à cette époque-là, au point de vue du travail, au point de vue de l'organisation, etc. Eh bien, ces gens-là, hommes, femmes, bétail, biens, etc., sont brûlés totalement et non pas emmenés en butin. Et il est évident que les seuls textes qui peuvent concerner cela, c'est mutatis mutandis, les textes sur le Hérem que vous avez dans la Bible, et vous avez les Hébreux qui arrivent dans la terre promise et qui se débarrassent par une sorte de purification ethnique de tous les gens qui encombrent ce pays qui est tout sauf vide. Et il apparaît à l'heure actuelle d'une façon absolument évidente que tous les textes sur le Hérem de la Bible ont des modèles qui correspondent tellement avec ce qui a été raconté de la reconquête assyrienne qu'il y a certainement un fil entre les deux. Alors, si les textes sont mis trop bas, ça pose un problème de transmission. Si on les met plus haut, on peut se dire qu'il y a certainement des gens qui ont eu des souvenirs. Mais il est certain que les textes sur le Hérem de Josué, à partir de Josué, représentent exactement ce que l'on voit à l'époque néo-assyrienne. Bon. Et naturellement, il est invraisemblable dans la conduite de la guerre que les gens qui soient pris, les jeunes et les vieux, et les biens, et surtout tous les biens, soient brûlés sur place parce qu'on veut se débarrasser de quelque chose qui les souille. Une fois que cela est fait, eh bien, naturellement, la Syrie continue sur son élan, et c'est ce que j'appelle la Syrie expansionniste, et à ce moment-là, il y a annexion.
On ne débarrasse plus le territoire des gens superflus, on annexe de nouveaux territoires, on crée des gouverneurs, on fait des pactes avec les rois étrangers, on identifie des dieux les uns avec les autres, et on a à ce moment-là la constitution, en dehors du Kernland assyrien, eh bien, d'un empire, et on a à ce moment-là une administration d'empire qui s'installe, et on a une codification qui n'existe absolument pas à une époque. Alors, il ne faut pas considérer qu'il y a une époque archaïque extraordinairement barbare et une époque récente où les gens ont leur sou de sang. Et il y a en réalité deux droits. Il y a le droit qui se débarrasse de celui qui est considéré comme un intrus dans le monde tribal, et puis un autre qui est on annexe des gens par droit de conquête. Et ce qui se passe à ce moment-là, ce qui est le terme ultime, c'est que les rois d'Assyrie vont considérer que le monde entier doit leur appartenir. C'est un troisième pas qu'ils franchissent à ce moment-là, et ils considèrent que, on le voit très, très bien par le fait que les dieux d'Achour, le dieu d'Achour ou le dieu d'une autre ville comme de l'Est à Arbel par exemple, eh bien, interviennent souverainement dans des territoires qui ne dépendent pas d'eux. Et l'affabulation des rois d'Assyrie considère que ces gens interviennent, ces gens ont des dieux qui n'existent pas. Les seuls dieux qui doivent exister dans le monde, ce sont les dieux d'Achour. Et le texte le plus connu est naturellement l'histoire de Gygès, qui est surtout connu par des textes de la tradition grecque. Vous voyez ce qui se passe. Gygès, roi de Lydie. Alors, si vous regardez la Lydie, naturellement, on est tout à fait dans cette région-là, c'est-à-dire c'est très 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 loin d'Achour, n'est-ce pas ? Gygès, roi de Lydie, un district proche des passes de la mer, un endroit lointain, dont les rois mes ancêtres n'avaient pas entendu le nom. Achour, le dieu qui m'a créé, lui révéla le nom de ma royauté dans un rêve. Et naturellement, on est en plein fantasme, naturellement, parce que on pourrait lui demander, mais comment est-ce qu'un homme si loin, qui n'a jamais entendu parler de la Syrie, reconnaîtrait Achour qui lui apparaît ? Là, vous êtes des modernes, et je vous demande de vous remettre simplement dans l'idéologie de ce texte assyrien fait par des Assyriens pour des Assyriens. Et il lui a révélé, Ashurbanipal, roi d'Achour, et le bien-aimé d'Achour, le roi des dieux, le seigneur de tous, saisit les pieds d'Ashurbanipal, roi du pays d'Achour, en invoquant son nom, conquiert ses ennemis. Et en réalité, on se rend compte que le dieu qui va intéresser le roi de Lydie, c'est le roi d'Assyrie, et que le dieu d'Assyrie, eh bien, c'est celui qui va être tout à fait en haut, qui va donner des ordres au roi d'Assyrie, qui va les répercuter à tous les autres. En invoquant son nom, conquiert tes ennemis, c'est ce qu'on dit au roi d'Assyrie lui-même, c'est en invoquant Achour que le roi d'Assyrie conquiert ses ennemis. Le même jour, il m'envoya son cocher. Alors son cocher, c'est une traduction maladroite, parce que ça signifie en réalité son alter ego, celui qui combat avec lui, son Patrocle, si vous voulez, par rapport à Achille. Pour demander des nouvelles de ma santé. Demander des nouvelles de ma santé, ça veut dire faire acte d'obédience. Il m'envoya son messager pour me raconter le rêve qu'il a eu. Alors, vous voyez comment cela se passe. En réalité, l'histoire est assez misérable, parce que quand le messager arrive à Achour, il parle lydien. On ne voit pas comment il aurait pu faire pour parler autre chose que lydien. Et les gens disent, qu'est-ce que c'est que cette langue qu'il parle, n'est-ce pas ? Et personne ne comprenait le lydien. Alors, il a dû apprendre l'assyrien ou l'araméen, je ne sais pas. Il a pu expliquer ce qu'il en était, etc. Il se trouve naturellement que, avec le temps, Gygès a laissé tomber sa révérence envers le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, se rendant compte qu'on ne lui envoyait plus de cadeaux, le maudit depuis Achour. Et naturellement, Gygès connaît un sort misérable. Il est jeté en pâture à ses ennemis et les gens se moquent de son cadavre, etc. Alors, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer, les différences, en quelque sorte, d'approche, montrant que ce que représente en réalité un texte en Mésopotamie, tout texte est juridique à la base. Tout texte est juridique, mais il y en a qui se montrent de
de plus près et d'autres de plus loin. Et la grande erreur est de ne considérer comme texte juridique que des textes à formulaire juridique. Ce n'est pas vrai. Et à côté de la formulation juridique, il y a l'inspiration. Ces textes sont en réalité des justificatifs. Vous me direz, et les lettres? Eh bien, vous avez des lettres dans lesquelles on envoie des informations à quelqu'un lui disant « garde ma lettre pour témoigner plus tard de ce que je t'aurais dit ». C'est-à-dire que l'écrit a valeur de témoignage. Et quand on regarde les textes de Aymar, qui ont l'avantage d'être beaucoup moins formulaires que les textes irakiens. Les textes irakiens, on est victime d'une formulation extrêmement pesante, extrêmement rigide. On peut apprendre des formulaires par cœur permettant de déchiffrer la tablette. Ça plaît beaucoup aux étudiants qui, au bout de 3 à 4 mois, ont l'impression qu'ils peuvent lire un texte cunéiforme comme ça, comme si c'était du journal. Les textes d'Aymar qui sont sur la périphérie sont beaucoup plus intéressants parce qu'ils racontent l'envers des choses. Et on voit en réalité que les dispositions juridiques ne sont pas prises en fonction d'un code préétabli, mais sont en fonction des exigences de la tribu, de l'exigence de la communauté. Il y a un optimum de vie qu'on se doit de remplir. Si on ne l'a pas, eh bien, les décisions à la fin de la vie permettent de compenser tout ce que la vie n'aura pas apporté. Et dans la dernière partie que je vous ai présentée, je vous ai montré comment de la tribu sortait la notion d'État, véritablement, par le fait que tout le monde ne peut plus prendre n'importe quelle décision juridique, et puis ensuite, la guerre générant les conquêtes et la gloire, et que ça, on entre dans un schéma qui est absolument insatiable, d'insatiabilité. Eh bien, le roi d'Assyrie, une fois qu'il a reconquis sa terre, se crée un empire, et puis déclare qu'après tout, le monde lui appartient. Voilà, vous comprenez maintenant la joie des gens qui, à partir de 1614, sont rentrés dans les grandes métropoles assyriennes et ont tout cassé, tout détruit, tout brûlé, de telle façon que plus jamais cela n'est arrivé, en se disant « enfin nous pouvons respirer, enfin la liberté s'instaure ». Oui, non. S'il y a des questions. On va voir. Merci de nous avoir montré donc l'envers du droit. Obligé à regarder l'envers du droit. J'ai retenu que le droit, contrairement à ce qu'on pouvait croire, n'était pas devenu fou quand on considère que la femme devient père et mère. Par rapport au débat actuel qu'on a sur les biotechnologies, ça peut faire réfléchir à une autre manière de concevoir le droit, mais plus sérieusement, ce qui me paraît extrêmement intéressant par rapport à notre problématique, c'est ce que vous avez démontré sur l'enchaînement. Ce n'est pas une tension finalement. Le droit tribal, l'État, le droit impérial et la vocation du droit impérial à devenir universel, mais un universalisme évidemment hégémonique et de surplomb. Et ça rejoint des discussions très actuelles des juristes à propos de la relation entre les États, la vision impérialiste et la vision universaliste. Alors ces droits tribaux, c'est eux qui illustrent les particularismes. Et pendant un certain temps, ils sont respectés. Et il n'y a pas de marge. Enfin, au contraire, il y a une grande marge. C'est-à-dire que le pouvoir, le roi est en général toujours installé dans une ville. Et son problème est de se faire obéir. Et respecter la liberté des différentes maisons les unes par rapport aux autres, surtout des différents clans ou des différentes familles dans le clan, est quelque chose qui ne permet pas à la puissance étatique de s'installer. Oui, donc il y a une logique qui se met en place. Tout à fait. Et alors, dans le monde irakien, où le roi est devenu roi beaucoup plus tôt, eh bien, on le voit au niveau de la famille, c'est quelque chose de tout à fait différent. La famille est réduite au père, à la mère et aux enfants. Dans le monde iranien. Dans le monde irakien. Irakien, c'est-à-dire les grandes villes de Babylone, de Larsa, etc. Et dans le monde encore tribal, qui est le monde de l'Ouest,
Eh bien, la famille se définit de façon tout à fait différente. Il y a le grand-père, qui est le centre, ensuite il y a le père, et puis il y a les oncles, et puis il y a l'endroit où l'on va chercher les femmes, l'endroit où l'on donne les femmes, et il y a une façon beaucoup plus... la famille se représente d'une façon beaucoup plus forme de nébuleuse, alors que dans la cité, au contraire, c'est tout à fait atomistique du côté de l'Irak. Mais l'Irak, son histoire commence avec le 3e millénaire. Oui, oui. Alors que là-bas, ça reste beaucoup plus récent. Et j'ai vu encore en Syrie, à l'heure actuelle, au XXe siècle, le droit tribal encore vécu dans son opposition au droit de l'État, et c'était le droit tribal qui l'emportait, surtout pour des questions de sang. Oui, ça c'est facile. Avec toutes les conséquences économiques qu'il pouvait y avoir à droite et à gauche. Et les autorités de l'État prenaient des décisions qui n'étaient pas respectées par le droit familial, et la famille faisait plier les autorités de l'État. Sanctionné, donc. Tout à fait. Et en Syrie du Nord, à un endroit où l'État était quelque chose de particulièrement fort. Écoutez, merci en tout cas de ces exercices, de ces précisions. Pour ouvrir la discussion, j'ai demandé à un juriste contemporain, Pejman Pourzan, de lancer une première question. En fait, il a des raisons de s'intéresser particulièrement à la zone géographique dont vous avez parlé, car il est de nationalité iranienne, pas irakienne, mais il se pose des questions sur son histoire. Donc, il va profiter de l'occasion pour vous poser une question. Bien, qu'il me soit permis de vous remercier, monsieur le professeur, vous et madame, vous, de m'avoir permis d'intervenir sur un sujet aussi intéressant et passionnant. Vous nous avez donné quelques exemples, les tablettes qui servaient de preuve, ou encore les tablettes dans lesquelles on parlait des principes du respect des conventions personnelles, le fameux principe Pacte sunt servanda, connu par les juristes. Je dirais que du droit civil au droit pénal, à travers la question de responsabilité que vous avez évoquée, en passant par le droit public, le passage du droit tribal au droit étatique à l'époque amorite, et le droit international à travers le concept, si je prononce bien, salimatum, non-belligérance, j'ose dire que vous avez fait dans votre exposé le tour de la discipline juridique. Mais vous avez également démontré, comme Mme Delmas-Marty soulignait, que ce territoire est un territoire de particularisme. D'ailleurs, le terme figure dans l'intitulé même de votre intervention. Bien, quel que soit l'intérêt que j'éprouve pour cette région du monde et son histoire plurimillénaire, il est certain que je ne me permettrai pas de m'aventurer sur le terrain de l'histoire face à vous. En revanche, en vous écoutant, j'ai réalisé combien le thème dont vous venez de traiter pourrait rejoindre les préoccupations des juristes, et non pas des juristes d'il y a 4000 ans, mais les juristes contemporains. Vous avez évoqué la question des particularismes dans l'ancienne Mésopotamie, en quelque sorte. Et je trouve que l'idée même du particularisme est le dénominateur commun d'enjeux juridiques divers, à telle enseigne que les manifestations juridiques du particularisme sont relativement nombreux. Du concept dit marge d'appréciation nationale à la protection des minorités, toute nature confondue, linguistique, ethnique ou encore religieuse, le concept de particularisme a une dimension juridique incontestable. Ainsi, le constat qui s'impose est que ces particularismes ne sont pas susceptibles de disparaître. Ils sont là, ils persistent, même si, ce qui est normal, ils ont changé de nature au cours des millénaires. Et vu le temps qui m'est imparti, je me contente de présenter deux exemples à la charnière de droit et de l'histoire. Un premier particularisme. Le premier particularisme renvoie à la représentation que se font de leur propre histoire les Mésopotamiens contemporains, disons par extension les Irakiens.
Alors que chez leurs voisins iraniens, les nouveaux tenants du pouvoir depuis l'avènement de la révolution islamique en 1979 s'efforcent de bannir toute référence à l'Antiquité perse. Le dictateur déchu d'Irak donnait libre cours à son imagination pour rapprocher l'Irak contemporain, et ceci malgré son histoire particulièrement discontinue, de la Mésopotamie assyrienne. D'ailleurs, on sait que cette démarche a pris une ampleur des fois démesurée, car Saddam Hussein n'a pas manqué de se présenter comme Nabuchodonosor du XXe siècle. Assimilation qui est très intéressante au niveau historique, mais qui l'est davantage en termes juridiques. Rappelons que le temple de Jérusalem fut détruit sous l'ordre de Nabuchodonosor, qui a par ailleurs asservi un très grand nombre de Juifs, qu'il a fait transférer de force à Babylone. Il a fallu attendre le XXe siècle pour que Nabuchodonosor soit remis à sa place par les Juifs, par l'État juif. En juin 1981, l'Israël bombarde les installations nucléaires irakiennes. Alors, la condamnation énergique de l'ONU par la résolution 487 du Conseil de sécurité d'abord et par une deuxième résolution, et cette fois-ci de l'Assemblée générale ensuite, en novembre de la même année, n'a changé en rien cette donne historique. J'en viens ainsi au deuxième particularisme. Le deuxième particularisme se dessine à travers les heurts des croyances, abstraction faite de leur forme et de leur ampleur. Le conflit chiite-sunnite en est l'illustration parfaite. Ces particularismes dont la racine devrait être cherchée dans l'histoire contribuent à façonner le droit. La répartition du pouvoir étatique entre les chiites et les sunnites au sein du droit constitutionnel irakien, d'une part, et d'autre part, le fait d'avoir reconnu aux Kurdes, descendants des Mèdes, donc peuple non arabe, une large autonomie, révèle en quelque sorte l'intensité de l'effort juridique en cours. Un effort juridique qui consiste à intégrer les particularismes dans une entité politique, non pas pour susciter la fragmentation, mais au contraire pour garantir la stabilité de l'ensemble. Force est de constater que la stabilité et la monocentricité peuvent être fonctions directes, tantôt l'inverse, l'une de l'autre. En effet, le principe du fédéralisme entériné par la Constitution irakienne adoptée en 2005 déduit la stabilité du refus de la monocentricité. Il n'est certes pas question de faire un parallélisme entre le passé et le présent et de laisser triompher un anachronisme qui sera sans doute fâcheux. Il faudrait toutefois reconnaître que le passé n'est peut-être pas complètement révolu. La reconnaissance des particularismes dans l'Antiquité mésopotamienne s'exprimait par l'idée de l'Empire. Empire comme, j'entends, vecteur d'une certaine cohésion interne. Alors, ma question est de savoir dans quelle mesure la conscience collective des Mésopotamiens d'aujourd'hui, donc les Irakiens, pourrait les amener à interpréter leur particularisme au-delà d'une simple cohésion interne comme un vrai élément fédérateur. Je vous remercie, monsieur le professeur. Bon, vous savez que je suis un antiquisant. Donc, toute référence au monde moderne est pour moi naturellement une tentation. Je dis toujours aux étudiants qui m'accompagnent que les gens qui n'aiment pas le monde moderne ne peuvent pas faire d'antiquité. Bon, c'est une chose évidente parce que c'est un petit pays, de toute façon, que les gens vivent toujours de la même façon, et que si, à l'heure actuelle, il y a des gratte-ciel à Damas et à Beyrouth ou ailleurs, etc., bon, les gens continuent quand même à vivre de la même façon, et quand on compare le monde moderne au monde ancien, il y a beaucoup d'idées qui arrivent. Vous avez évoqué beaucoup de problèmes. Je vous dirai une chose, alors je vais essayer de vous répondre. La grande différence qu'il y a entre l'Iran et l'Irak, c'est qu'en Irak et en Syrie, vous avez des États qui sont des États laïques, alors qu'en Iran, c'est un État qui est religieux. Et il est évident, c'est une chose qui est absolument sûre, c'est que quand vous arrivez au Proche-Orient, si vous avez affaire à quelqu'un qui est un croyant, eh bien, il y a un moment, l'histoire du monde est divisée en deux parties. Il y a une partie qui est l'ignorance et une partie qui est la vraie science.
la Jahiliya et puis le reste. Bon. Et vous le savez sans doute mieux que moi, n'est-ce pas? Bon. Et à partir du moment où vous êtes dans un monde de laïque, l'Antiquité existe. Et c'était la grande différence qu'il y avait entre l'Irak et la Syrie et l'Iran. Vous dites que l'Iran ne fait plus attention aux Perses, mais avant les Perses, il y a eu les Élamites. Hein, donc c'est une des plus vieilles civilisations au monde. Alors là, il y a un refus de l'histoire ancienne d'un côté, et une acceptation de leur passé de l'autre, surtout que c'est très facile parce que les langues sémitiques n'ont pas bougé depuis moins 3000 jusqu'à maintenant, et sur 6000 ans, il y a du vocabulaire qui n'a pas changé. Quand vous dites du babylonien à un arabophone, il comprend. En Iran, c'est pas pareil. C'est une langue indo-européenne qui est venue s'ajouter à tout un substrat qui est tout à fait différent. Je vous dirais en même temps alors, comparaison n'est pas raison, bien sûr, mais quand vous parlez de la tripartition de l'Irak à un spécialiste du monde ancien, je vous dirais Sumer, Babylone et Achour. Vous avez les chiites du sud, vous avez la Takliti au milieu et vous avez les Kurdes aussi. Vous l'avez. Il y a dans toute répartition, il y a une logique qui peut être dépassée par la volonté d'être ensemble. Et il est bien évident qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui sont de religion arabe ou islamique, sont dans des pays qui sont extraordinairement différents, très divers, mais qui ont tous un même idéal, une même loi. Alors, la charia, il y a des choses qui ne plaisent pas beaucoup aux Occidentaux, mais c'est aussi un ciment pour toute une série de personnes. Hein. Bon. Alors, je ne fais que des constatations, je constate des choses de ce genre. Bon. Vous pouvez légitimer à la fois la tripartition de l'Irak, et vous pouvez légitimer son unité. Ça dépend, ce n'est pas du tout la même façon de voir les choses. Bon. Et à l'heure actuelle, il y a, ce qui apparaît le plus possible, c'est une résurgence de l'État tribal par rapport aux notions d'État. Et les notions d'État, elles sont arrivées soit parce qu'il y a eu une volonté fédératrice, impérialiste à un moment donné, qui se trouvait soit à Damas, soit à Bagdad, soit au Caire, soit à Istanbul, hein, et qui à l'heure actuelle a explosé un petit peu tout cela. Et puis, moi, en tant qu'antiquisant, je suis très frappé par le fait que c'est la tribu qui, semble-t-il, l'emporte par rapport à la notion d'État. Il y a des choses qui sont... Alors, d'où le malaise pour un antiquisant de parler du monde moderne. Merci. Alors, on a le temps pour prendre une question. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je reste sur mon sujet, toujours particularisme, impérialisme et universalisme. Comment est-ce qu'on peut parler quand même de tension, ou est-ce qu'il y a une sorte de logique d'enchaînement linéaire? On constate en tout cas que l'histoire s'est construite selon un schéma que je vous ai exposé. C'est linéaire. C'est linéaire. Mais ils ont été... Alors, ce à quoi je ne peux pas répondre, c'est: y a-t-il eu une volonté qui a poussé dans un sens les gens, ou bien est-ce que les gens se sont servis de l'enchaînement des faits? Ouais. Un petit peu des deux, peut-être. Un petit peu des deux. Alors, je serais bien heureux si je pouvais savoir quelles étaient les idées politiques générales des gens. Nous, ce que nous pouvons constater, ce sont des résultats. Ouais. Alors, nous mettons les résultats les uns à la suite des autres, et moi, personnellement, je ne baptise pas cela doigt de Dieu et conduite vers un endroit qui était inéluctable. Il est possible qu'il y ait eu d'autres façons d'écrire l'histoire mésopotamienne, seulement les endroits qui sont les mieux documentés se sont brutalement interrompus à certains moments donnés par le feu et par la flamme. Hein, l'histoire de Marie s'arrête en 1785. Qu'est-ce qui se serait passé après? Là, il y a un discours qui s'arrête.
Comment les Assyriens auraient-ils évolué? On ne le sait pas. Lorsque la néo-Babylonie arrive, et les références, par exemple, à Nabuchodonosor qu'a fait monsieur, ce en quoi, d'ailleurs, Saddam Hussein agissait en roi babylonien, parce qu'il a écrit en cunéiforme, et il a fait reconstruire les murailles de Ninive, par exemple, ou les murailles ou les portes de Babylone, avec des briques à son nom. Il agissait en roi de Mésopotamien. Tout ça, c'est arrivé à un moment où la Mésopotamie avait cessé de s'exprimer autrement que par des textes savants, et où la réalité était de l'araméen, donc une autre civilisation dont l'aspect écrit a été perdu, mais qui survit dans la Bible chère à Thomas Roeder. C'est une chose qui... c'est là qu'il y a des questions qu'il faudrait lui poser à lui, parce que tous les aboutissements de chez nous se trouvent chez lui. Ben voilà, on va lui transmettre. Alors, Je lui transmets donc avec enthousiasme la parole. Un grand merci.